Bonjour à tous. En ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser cette question. Quelles seront les conséquences du coronavirus sur l'économie chinoise, mais aussi sur l'économie mondiale et en particulier sur l'économie française? Pour en parler, je suis avec David Pavresse. Il est investisseur basé à Hong Kong. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule Paris-Pékin Express. David Pavresse, bonjour. Bonjour. Il y a 10 jours, vous étiez encore à Hong Kong. Absolument. Vous n'êtes pas... Et vous voyez, je n'ai pas le virus, je n'ai pas de masque, donc tout va bien. Pour la bonne raison qu'on vous a fait subir un test, n'est-ce pas, à Absolument. l'aéroport. Absolument. Voilà, donc on est rassurés. Revenons à nos moutons alors. Selon le calcul de Morgan Stanley, le coronavirus coûtera de 0,5 à 1 point de PIB à la Chine au premier trimestre. Si l'épidémie atteint son pic en février ou mars, eh bien, la facture pour la croissance mondiale serait de 0,15 à 0,3 points de PIB. C'est très précis. Certains doutent que ce soit vraiment fiable parce que est-ce qu'on peut faire des prévisions avec autant de précision? Bref, toujours est-il que, pour sa part, la directrice générale du Fonds monétaire international, elle a dit que pour ce trimestre, il y aura probablement des conséquences négatives. Quelle est votre analyse? Je crois qu'il faut différencier le court terme et le plus long terme. Voilà. Alors à court terme, il y a incontestablement un ralentissement de l'économie chinoise, mais vous savez, toujours dans la vie, quand il y a un malheur, il y a toujours aussi une part de chance. Ça, c'est une vision très chinoise ou très asiatique des choses. Alors vous savez, je suis peut-être devenu un peu chinois, je pense, oui. Mais ce virus, dans tout son aspect négatif, a l'avantage d'arriver au moment du nouvel an chinois où, de toute manière, l'économie chinoise tourne au ralenti. On le sait. Comme en France au mois d'août, n'est-ce pas? Le pays est à l'arrêt. Exactement. C'est exactement pareil. Vous voyez qu'en Chine, on s'arrête entre, en réalité, 2 à 3 semaines. C'est ça. Lors des fêtes du Nouvel An. Donc la Chine est à l'arrêt, mais elle l'était aussi l'an dernier, mais l'année précédente, pendant 2 à 3 semaines. Donc l'essentiel, c'est de savoir est-ce que ce virus ne va pas évoluer. Ben oui, c'est ça le problème. Auquel cas les attentes sont que d'ici la fin mars, début avril, l'économie chinoise soit de retour à son potentiel. Et je vais vous donner un exemple. La société Foxconn, qui vous savez est extrêmement présente en Chine. C'est le fournisseur principal de Apple et des iPhones. Voilà, exactement. A prévu, au jour d'aujourd'hui, ils disent l'impact sur mon chiffre d'affaires de toute l'année 2020 va être seulement de 1 à 3%. 1 à 3%. Donc c'est relativement faible, vous voyez. Donc c'est pour ça que pour moi, l'effet à court terme, il est pénible, mais la Chine peut, je pense, le surmonter. La vraie question pour un investisseur comme moi, c'est l'aspect long terme. Et là, on est obligé de prendre un peu de recul. Quand vous parlez de long terme, eh bien, c'est entre 5 à 10 ans ou bien c'est entre 10 à 20 ans? Alors moi, Parce que le long terme, c'est différent suivant que vous êtes dans la finance ou vous travaillez dans le secteur, on va dire, macroéconomique. Alors, les cycles en Chine, en général, c'est 10 ans. Et vous savez, les cycles économiques, à l'échelle du monde, en général, c'est 7 à 8 ans. 7 à 8 Et là, ans. on a commencé en 2009. Donc, on est plus de 10 ans dans le cycle. Et vous voyez bien que c'est parce que les banques centrales, pas seulement en PIB aussi, mais aussi aux États-Unis et en Europe, toutes les banques centrales, nous donnent de l'argent gratuit. Ben oui, des liquidités. Donc moi, quand je regarde la croissance chinoise des 10 dernières années, elle est très rapide parce qu'elle a 3 principaux vecteurs de croissance qui aujourd'hui atteignent un palier. D'abord, on vient d'en parler, c'est l'argent gratuit de l'assouplissement monétaire et PIB aussi nous dit c'est une drogue qu'il faut arrêter. Et elle a parfaitement raison. Le second facteur de croissance, c'est l'accès à la technologie américaine. Et vous avez maintenant le président Trump qui dit « je ne veux plus que les Chinois y aient accès ». Et puis le troisième… Il a coupé le moteur, du coup. Il coupe le moteur. Mais on verra qu'il y a une solution, comme toujours. Et le troisième vecteur de croissance, c'est la révolution digitale, mais qui a touché essentiellement ce qu'on appelle B2C, le consommateur, par le smartphone.
Et ça a touché, en termes de secteur économique, seulement les médias, votre secteur, le commerce. L'e-commerce, vous savez, la Chine est 25% en e-commerce, alors que nous, occidentaux, on est à 15%. Donc la Chine a été 2 fois plus rapide en e-commerce. Et puis le tourisme, parce que vous avez Ctrip qui fait que 150 millions de Chinois peuvent aller à l'étranger. Tout à fait. Et ça, ces trois vecteurs de croissance, vous voyez qu'aujourd'hui, ils atteignent un palier. Et donc, il nous faut réinventer la croissance chinoise. Quand vous dites que ces trois, on va dire, moteurs de croissance atteignent un palier, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'argent gratuit, on le sait. De toute façon, depuis la crise du subprime, les banques centrales mondiales, les principales, bien sûr, n'ont pas cessé de faire tourner la planche à billets. Ça, on le sait. Absolument. Voilà, il est temps que ça s'arrête. Même si c'est facile à dire. En ce qui concerne la technologie américaine que vous évoquiez tout à l'heure, et surtout la révolution digitale, ça ne fait que commencer. Pourquoi vous parlez de palier? Eh bien parce qu'il va falloir, pour une croissance chinoise, et là je regarde les 10 prochaines années, il va falloir une technologie chinoise qui va remplacer la technologie américaine. Cette technologie chinoise va générer de la productivité, qui va remplacer l'endettement. Et la révolution digitale, au lieu d'être B2C, comme elle a été jusqu'à présent, va être B2B. Et elle va toucher tous les autres, vraiment tous les secteurs d'économie. La finance, la santé, le secteur manufacturier, les services, la recherche et développement. Et vous avez un exemple, vous allez avoir dans les mois qui viennent un très bon exemple, qui va être l'IPO à Hong Kong, de On Financial Services. Donc IPO, pour expliquer l'introduction en bourse. À nos téléspectateurs, donc ça veut dire l'introduction en bourse, IPO. Exactement. Voilà, c'est un terme anglais, n'est-ce pas? Et voilà. Pour vous donner une idée, on annonce, alors on va voir si c'est vrai, mais on annonce une valorisation de 150 milliards de dollars américains. C'est 2 fois la taille de la BNP, qui est la plus grosse banque en Europe. Donc juste une société de services financiers en Chine va être 2 fois plus grosse que la plus grosse banque de la zone euro. Donc cette société-là, c'est Ant Financial, qui est donc le secteur financier, non, c'est la branche financière d'Alibaba, Absolument, d'accord. absolument. Ouais. Et donc on va découvrir, l'ensemble du monde va découvrir comment la Chine a réinventé le service des paiements financiers à un coût. Donc moi, quand je suis à Hong Kong, et surtout quand je vais à Shanghai, je n'ai plus de cash. Je paye avec mon téléphone. Effectivement. Quand je suis à Paris, je paye avec une carte de crédit qui me coûte entre 2,5 et 5% de la transaction. Et Alipay, quand je suis en Chine, me coûte un 1/5 ou un 10e de ça. Donc la Chine a inventé un système low cost, faible coût, qui m'offre un meilleur service. Donc j'ai un meilleur service qui me coûte moins cher. C'est ça l'avenir. C'est ça la nouvelle. C'est ça la croissance chinoise des 10 prochaines années. Ouais. C'est réjouissant. À très court terme, quels sont les secteurs qui vont être impactés de façon négative? Le premier secteur, naturellement, c'est celui du commerce. Puisqu'on voit bien que si les magasins sont fermés, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous ne pouvez pas faire du commerce. Donc vous pouvez faire de l'e-commerce, mais tant que la logistique, les centres de logistique ne sont pas pleinement opérationnels, ça aussi, vous réduisez vos achats. Mais même l'e-commerce en pâtit. Oui, enfin, n'arrive pas à compenser le déclin du commerce physique dans les magasins. Et moi, j'ai confiance dans le consommateur chinois en disant, si le consommateur chinois ne peut pas consommer pendant un mois, il va rattraper ça dans l'année. Donc je crois que c'est juste... rattrapage. Il y a un effet de rattrapage. Et je crois que quelqu'un l'a dit, c'est l'ambassadeur de Chine en France. Il a dit qu'il y aurait un effet de rattrapage. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le long terme. La conséquence. C'est quand même sans précédent ce qui est arrivé en Chine. Là. Et donc, sans précédent en ce sens que c'est encore plus grave. Qu'il y a autant de populations qui soient confinés à la maison, ça n'est pas arrivé. Et donc ça a un impact, mais vous savez, la Chine, c'est toujours, la crise, c'est toujours l'opportunité chez vous. Et l'opportunité, c'est quoi? C'est qu'on voit, je pense que... Mais avant de parler de l'opportunité,
Toujours à court terme, quels autres secteurs seront impactés de façon négative, à part le commerce? Le tourisme, par exemple. Le tourisme, naturellement, parce que vous ne pouvez pas... Il y a moins de gens qui voyagent, malheureusement. Mais vous savez, comme je suis investisseur, moi je suis toujours positif, donc je veux voir toujours vous avez toujours une vision à très long terme. Hein, je veux savoir à qui ça profite. Et je pense que le principal effet, quand on parlera de cette crise dans 2, 3, 5 ans, on dira c'est un moment où la Chine a accéléré cette digitalisation. Et où, comme je vous ai dit, cette révolution digitale qui était seulement dans le commerce, les médias, le tourisme, a impacté l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si vos enfants sont à la maison et ne peuvent plus aller à l'école, eh ben, l'éducation en ligne va accélérer. C'est ça, c'est ça. Et vous allez avoir un mode de vie en ligne mode de vie en ligne où la Chine est déjà en avance sur le reste du monde, mais ce phénomène va s'accélérer. Et donc, comme vous êtes au milieu d'une révolution digitale, ça paraît très contre-intuitif aujourd'hui, mais je pense que la Chine va sortir de cette crise plus forte dans la digitalisation. De toute façon, on voit que l'ensemble des Chinois sont très soudés, on l'a vu. Ils n'arrêtent pas de dire bon courage à Wuhan, allez la Chine. Voilà, il y a vraiment une forte solidarité qui s'exprime à travers l'ensemble du pays, même au-delà des frontières chinoises. C'est pour ça que c'est ce que j'admire moi en tant qu'Européen, c'est que ce que vous avez, ce sentiment national autour d'un objectif, j'aimerais qu'on l'ait en Europe. Et j'aimerais bien que nous, Européens, on prenne le virus chinois, le vrai virus chinois qui est celui d'un objectif commun où tout le monde se retrouve. Et vous l'avez en Chine, et nous, on l'a eu en Europe, mais on l'a perdu et il faut qu'on arrive à le regagner. Moi, je vous sens optimiste en tant qu'économiste, bien sûr, en tant qu'économiste et investisseur. Alors, je ne veux pas nier l'impact à court terme, parce qu'il est réel, et les sociétés vont souffrir. 2000 morts, n'est-ce pas? Et puis, il y a naturellement les drames humains. Donc ça, il ne faut pas le nier, mais là encore, j'essaie de prendre une perspective. Moi, je suis un investisseur à long terme, donc je ne suis pas là pour 1 ou 2 jours en investissant dans une société. Les sociétés que j'accompagne, c'est pour les 2, 3, 5, 10 prochaines années. On va y venir de toute façon, de façon plus précise, parce que votre activité nous intéresse également. Et bien maintenant, à votre avis, donc on va passer plus précisément à long terme. Quelles sont les opportunités à part la révolution digitale? Bien, l'opportunité pour les sociétés chinoises, et là je me place un peu plus en retard, c'est que ce qui me frappe, je crois que l'année 2020 va être une année un peu charnière, où on va voir des leaders chinois devenir des leaders mondiaux. Et je vous ai donné l'exemple de Han C'est ce que veut la Chine d'ailleurs. La Chine se plaignait jusqu'à présent de manquer de leaders mondiaux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Han Financial Services... Champions nationaux, voilà, c'est ça le terme. Rentre en bourse, c'est pour accélérer son internationalisation. Comment alors? Qui va aller... Alors, on ne sait pas encore, parce que on pensait que ce serait à mars-avril, et ça va peut-être être repoussé, parce que... à cause du coronavirus. Mais si vous connaissez TikTok... Donc, TikTok, c'est ça. Alors nous, occidentaux, on appelle ça ByteDance. Cette société aussi veut rentrer en bourse à Hong Kong. On l'annonce à une capitalisation de plus de 75 milliards de dollars. 75 milliards. Et l'idée, c'est le premier réseau social chinois qui se répand partout dans le monde. Il y a plus de 1 milliard d'abonnés, et ils ne sont pas seulement en Chine, ils sont partout dans le monde. Vous prenez les jeux vidéo, vous prenez NetEase et Tencent. Par ces jeux vidéo, ce sont des champions chinois qui sortent de Chine pour devenir des champions mondiaux. Parce que nous, occidentaux, les jeux vidéo, on a conçu ça sur PC et sur console, sur le fixe. Alors que vous, Chinois, vous êtes tout de suite passés au mobile. Et on voit bien que l'avenir, ça va être les jeux sur les téléphones, sur les smartphones, sur les mobiles, les téléphones portables. Et donc on voit comment Tencent et NetEase veulent être le nouveau type de média, de entertainment, comme on dit en anglais, et qui va être planétaire. Et vous voyez, typique coopération entre la France et la Chine, parce que la société Tencent a pris 5% du capital de Ubisoft,
qui est producteur de contenu En effet, j'ai français. entendu parler de ça. Ça remonte à 1 ou 2 ans, je crois. Ça remonte ça a été officialisé, enfin ça a été annoncé, mais ça a été finalisé fin de 2019. Ah oui. Donc il y a moyen moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a moyen de coopérer entre Français et Chinois. Et quand je vous ai dit qu'il y a besoin d'une nouvelle croissance, avec de la technologie chinoise, de la productivité, une révolution B2B, nous Français, si vous Chinois, vous n'avez plus accès à la technologie américaine, eh ben, il faut que les Chinois réalisent, très souvent ils pensent qu'il n'y a pas de technologie en Europe. C'est faux, il y a plein de technologies en Europe. Les Chinois pensent. Oui, mes amis chinois, mais parce que mes amis chinois, ils ne regardent que les États-Unis en disant la technologie, le Silicon Valley, il n'y a pas. C'est incroyable. Et ces 10 prochaines années, on va marier le software et le hardware pour faire ce qu'on appelle en anglais Internet of Things, donc l'Internet des objets. C'est ça. Mais la France est quand même assez en avance dans le domaine des objets connectés. Surtout, on fait du hardware, on a encore des usines, alors que les États-Unis ne font plus que du software. Qu'en est-il de la Chine ? La Chine va vouloir mélanger dans la région. Moi, j'habite Hong Kong, la région du Guangdong, ce qu'on appelle la Greater Bay Area. C'est là où la Chine ambitionne de fusionner hardware et software pour faire les objets connectés. Et nous, en inventant la Smart City, en inventant une nouvelle connectivité entre les villes, à l'intérieur des villes et puis entre vous et les objets connectés, et nous, Français, naturellement, on a des champions dans divers domaines. Sans parler même de l'environnement, où les États-Unis disent « il n'y a pas de problème », et où nous, Européens et Chinois, on reconnaît tous les deux que l'environnement est le problème numéro 1. Exactement. Et donc, il faut qu'on collabore ensemble. Et aussi le vieillissement de la population. Là, c'est une autre paire de manches, n'est-ce pas ? Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que j'entends très souvent des Français me dire « Ah, mais la Chine, elle vieillit. » Oui, c'est un réel problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Eh bien non. Comment ça ? Eh bien pour moi, pas du tout. Parce que pour moi, la Chine est le pays le plus jeune au monde. Parce que... Expliquez-vous alors. Eh bien parce qu'en Occident, l'argent est chez les vieux. En Chine, l'argent est chez les jeunes. Donc si je fais du marketing, sur le plan démographique, vous avez parfaitement raison, la Chine va... Je parle de la pyramide démographique, exactement. N'est-ce pas ? Mais si vous faites des affaires, si vous avez des produits à vendre, votre consommateur est le plus jeune au monde. Donc pour moi, quand j'investis... Vous avez toujours une vision, on va dire, financière des choses. Mais quand j'investis, la Chine est le pays le plus jeune au monde, parce que l'argent est chez les jeunes. C'est une bonne nouvelle, ouais. Si je fais du marketing pour les vieux, en Chine, je ne vais rien vendre. Si je fais du marketing pour les jeunes, prenez un exemple. Vous êtes en France, l'acheteur de Citroën, on parle des voitures, l'acheteur de Citroën neuve a 60 ans. En Chine, l'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve, c'est 34 ans. Incroyable. Donc je vais vendre une voiture connectée en Chine, alors qu'en France... On n'est plus du tout sur la même planète, hein. C'est incroyable. C'est ça qui est fantastique, c'est pour ça qu'on fait un marketing très différent. En Chine et en Europe. Parce que ce n'est pas du tout la même cible en fait, hein, les besoins sont différents. Eh bien, en résumé, à court terme, il y aura des impacts négatifs, notamment sur le secteur du commerce, notamment traditionnel, et sur le tourisme. Mais à moyen et long terme, il n'y a pas besoin de s'alarmer outre mesure, grâce notamment, si je vous ai bien compris, révolution digitale. C'est bien ça, hein ? C'est absolument... Donc le vrai virus chinois, c'est le virus de la réforme. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'investisseur, si je regarde ce que la Chine a fait depuis 40 ans, tous les 10 ans, elle s'est réinventée. Tous les 10 ans, les années 80, les années 90, 2000, 2010, à chaque fois, c'est un modèle économique différent. Donc la vraie question que je me pose, c'est pas de savoir si le coronavirus va durer 1, 2 ou 3 mois, c'est de dire, est-ce que ce virus de la réforme que la Chine a eu à la fin de chaque décennie, depuis 40 ans, est-ce que la Chine a ce même virus de la réforme parmi ses entrepreneurs privés ? Et si c'est le cas, vous allez avoir la technologie chinoise, vous allez avoir la productivité, vous allez avoir le B2C, la révolution digitale. Et à ce moment-là, je suis très confiant sur la Chine les 10 prochaines années. Si on n'a plus le virus de la réforme, alors là, je serai plus inquiet. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que la Chine, c'est un pays
qui n'a pas cessé de réformer. Absolument, c'est ce que j'appelle Tout le au long de virus. son histoire. Hein, C'est ce que j'appelle. Alors moi je regarde juste les 40 dernières années, je ne suis malheureusement pas historien. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder pour la 3e fois une série télévisée chinoise qui s'appelle Su Tongpo. Su Tongpo étant l'un des plus grands poètes sous la dynastie des Song. Et bien dans ce film, il était question justement des conflits autour d'une des plus grandes réformes de la dynastie des Song. C'est pour ça que je trouve que la Chine, c'est un pays qui se remet en question. Qui se remet sans cesse en question. Et j'aimerais bien que ce virus de la réforme arrive en France. Qu'on soit, nous, Européens, contaminés. Ça, j'aimerais beaucoup. Eh bien, maintenant, on va regarder, toujours avec vous, bien sûr, sur les conséquences de ce coronavirus à court terme et à long terme sur l'économie mondiale, puisque aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, la Chine pèse 30%, entre 20 et 30% de la croissance mondiale. Ça veut dire que quand la Chine tousse, eh bien l'économie, le moteur de l'économie mondiale s'enrhume. Les conséquences à court et à moyen long terme? Alors, les conséquences pour nous, investisseurs, c'est qu'il faut qu'on change notre manière de raisonner. Depuis 2 ans, on ne regarde qu'une chose, c'est la demande. On regarde l'économie et on dit, est-ce qu'il y a encore suffisamment de demande pour qu'il y ait une croissance mondiale? C'est un raisonnement classique et qui tient la route. Non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde l'offre. Eh bien, parce que la demande... Vous parlez comme le Premier ministre chinois, parce que lui, il parle sans arrêt de l'économie de la réforme ou de l'économie du côté de l'offre. Alors, est-ce que vous pouvez développer ce point de vue? Eh bien, vous voyez, la demande... Alors, je suis extrêmement flatté que vous me compariez au Premier ministre chinois. La demande, compte tenu de ce que font les banques centrales, en donnant de l'argent gratuit à tout le monde, et ce n'est pas seulement PBOC, c'est la Banque Centrale Européenne, la Fed aux États-Unis, il y a toujours de la demande. Et en Chine, compte tenu du taux d'épargne extrêmement important... Oui, mais le problème, c'est que tout le monde le sait. Peut-être que vous allez me dire le contraire. Non, mais le système de sécurité sociale laisse à désirer. Il y a aussi le système de l'éducation qui laisse à désirer. Les Chinois épargnent en prévision justement des problèmes. Absolument, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution et... Mais tant que vous pensez que demain ira mieux, tant que vous êtes optimiste comme les Chinois, vous dépensez et il y a de la consommation. Et je vous rappelle que l'épargne chinoise, que personne ne dit, c'est 200% du PNB. Donc, tout le monde... Il n'y a pas un autre... du PIB chinois, c'est 25 trillions de dollars. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a ça. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne me soucie pas de la demande, de la consommation chinoise, parce qu'elle est là. Au contraire, là où j'ai beaucoup d'inquiétude aujourd'hui en tant qu'investisseur, c'est du côté de l'offre, où je dis que se passe-t-il depuis 2 ans pour les sociétés? Il y a de nouvelles contraintes réglementaires, tarifaires. Il y a M. Trump qui dit « moi je vais vous taxer si vous faites ci ». Des contraintes environnementales. Aujourd'hui, avec le virus, il va y avoir des contraintes sanitaires. Et donc mon problème, et je vais vous donner un exemple concret. Au mois de décembre en France, il y a eu des pénuries de médicaments. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de demande de personnes âgées qui veulent être soignées. Ça, on en a plein en France. Indépendamment du coronavirus. Indépendamment, ça ne va rien avoir avec le coronavirus. De toute façon, les Français sont, on va dire, sont de très gros consommateurs de médicaments. Absolument. Mais vous voyez, ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est la globalisation. Et ce qui fait que n'importe quelle grosse société a ce qu'on appelle dans notre métier une supply chain, qui est partout dans le monde. Et que donc, s'il y a une région où il y a un problème, ça impacte toutes mes opérations. Donc c'est ça, moi, mon problème pour les 12 prochains mois, c'est d'essayer de bien comprendre, du point de vue de l'offre, quel va être l'impact non seulement du coronavirus, mais de tous les facteurs que j'ai mentionnés, qui font qu'il est de plus en plus difficile pour les sociétés de produire. Alors donc maintenant on va parler de l'impact du coronavirus sur l'économie française. Pourquoi? Parce qu'on sait que la France, c'est un pays qui attire beaucoup de touristes chinois. Eh bien maintenant, les Chinois cessent de venir et les Français
ne vont plus en Chine. Là, je schématise un peu. Hein. Eh bien, est-ce Oui. que la France va être très impactée de façon négative par ce coronavirus? Alors, je ne peux que citer M. Bernard Arnault, qui est oui. l'homme le plus riche du monde et qui donc est sans doute très bien informé. Et Justement, son secteur aussi hein, peut être impacté. Absolument. Et M. Bernard Arnault a dit il y a 10 jours, c'est public, il a dit à l'ensemble de la communauté Ça financière, m'a échappé, excusez-moi. je Il y a 10 jours, m'attends hein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? à ce que le premier trimestre soit affecté, mais qu'à partir du second trimestre, mon groupe LVMH soit de retour à une croissance normale. Et il a dit, je dis ça aujourd'hui compte tenu de les informations que j'ai sur le virus et en faisant l'hypothèse que le virus ne va pas changer. Donc, c'est une preuve qu'il y a effectivement un impact à court terme au premier trimestre, qu'il ne faut pas nier, qui va être important. Mais quand vous êtes un chef d'entreprise, vous savez, vous vous préparez, il n'y aura jamais une année normale, ça n'existe plus. On vit dans un monde où tout change. Donc, les vraies bonnes sociétés se préparent. Vous savez, quand vous commencez l'année, vous avez toujours ce qu'on appelle en anglais un contingency plan, c'est-à-dire si j'ai un problème de production, si j'ai un problème de demande dans telle région, je m'adapte. Donc il ne faut pas croire que l'an prochain, pour nos spectateurs, je peux vous livrer un scoop extraordinaire, c'est que l'an prochain ne sera pas une année normale, parce qu'il n'y a plus d'année normale. Confort Cuisine France, prestataire de solutions de placards intégrés. Conception exclusive et sur mesure. Fabrication de haute qualité avec des matériaux non polluants et résistants. Avec Confort Cuisine, placards haut de gamme pour une vie meilleure. Placard haut de gamme pour plus de confort. Placard haut de gamme pour vous faciliter la vie au quotidien. L'industrie métallurgique HX Metal se spécialise dans la fabrication des matériaux industriels, acier inoxydable, acier, plaques ferrées, plaques d'aluminium, climatiseurs et ascenseurs de transport de marchandises. Nous avons des ateliers de production et d'assemblage de grande échelle. Notre équipe professionnelle vous offre des services de conception, de production et d'installation de portes, fenêtres et grilles d'acier. Nos services de qualité témoignent de notre sincérité et professionnalisme et sont reconnus par les organismes français spécialisés. Le professionnalisme forgera l'enseigne et HX Metal créera l'avenir.